les utiliser. Comme vous l'avez sûrement vu, je m'appelle Émy Ruel, je suis conseillère en analytique RH chez Syntel et Cara depuis maintenant 7 ans. Je m'occupe principalement de tout ce qui accompagne les entreprises dans la mise en place de leur analytique RH et de tout ce qui est benchmarking RH. Je suis accompagnée aujourd'hui de ma super collègue André Laforge, notre vice-présidente expérience employée et chef de produit enthousiaste pour Cara. Donc, vous la connaissez probablement, vous avez probablement lu un de ses nombreux blogs ou participé à l'une de ses nombreuses conférences qu'elle a données au cours des dernières années. Mais fait que vous connaissiez peut-être pas, c'est qu'en 2018, elle a été reconnue comme étant l'une des top 50 HR influencers, analytic influencers au monde. Donc, on est accompagné aujourd'hui d'une quand même une sommité en analytique RH. Je sais que tu dis ça à chaque fois. Donc, avant de commencer et de se lancer dans les indicateurs de performance, ce qui va être à venir, donc après le webinaire, aujourd'hui, on va vous faire parvenir un court sondage à remplir. Donc, on vous invite à y participer en grand nombre. Ça nous aide à orienter c'est quoi que les prochains webinaires seront, donc selon vos besoins, et ça nous aide aussi à nous améliorer. Sinon, au cours de la semaine prochaine, vous allez recevoir la présente présentation ainsi qu'un lien vers le vidéo aussi du webinaire si jamais vous voulez le revoir. La prochaine activité qu'on va tenir, ça va être en collaboration avec Horizon RH le 16 février prochain. Donc, ce sera un webinaire sur notre modèle de maturité. Mon collègue Gauthier va mettre un lien dans le chat actuellement pour pouvoir soit recevoir de l'information sur cette activité-là ou pouvoir vous inscrire aussi. Et sinon, notre prochain webinaire Cara, on vous l'annonce aujourd'hui, ça va être le 23 février prochain et ce sera sur les 5 indicateurs de performance à suivre en 2023. Donc, encore une fois, mon collègue Gauthier va partager le lien dans le chat pour que vous puissiez vous inscrire ou obtenir de l'information concernant cette activité-là. Donc, aujourd'hui, les indicateurs de roulement. La semaine dernière, on a fait parvenir à toutes les personnes inscrites au webinaire d'aujourd'hui un lien vers un court sondage. Donc, c'était une seule question ouverte, à savoir ce qui est quoi les indicateurs de roulement que vous suivez chez vous au sein de votre organisation. Et on voulait justement que ce soit une question ouverte, pas suggérer des indicateurs que peut-être vous auriez déjà mesurés dans le passé, mais que vous ne suivez plus ou que vous ne suivez pas sur une base très régulière. Donc, c'était une question ouverte et là, on a été surpris de constater que seuls 67 des gens nous ont répondu qu'ils mesuraient le taux de roulement global au sein de leur organisation. Donc, c'est quand même beaucoup plus faible que ce à quoi on s'attendait. Normalement, dans les entreprises chez qui on est, 90 plus de 90 des organisations, je vous dirais, mesurent déjà cet indicateur-là. Et là, autre fait saillant, plusieurs ont parlé du taux de roulement global, donc la majorité avec 67 mais une personne sur quatre, donc 27 des organisations ont affirmé segmenter en taux de roulement volontaire et involontaire. Sinon, beaucoup aussi ont dit qu'ils mesuraient le taux de roulement, mais la plupart qui ont dit qu'ils ne mesuraient pas parlaient sinon du nombre de départs. Donc, ils ne faisaient pas le calcul, mais ils disaient voici le nombre de départs que j'ai eu au courant de la dernière année, de la dernière période, ce genre de situation-là. Ensuite, on tombe avec des indicateurs tels que nombre de départs volontaires et involontaires. Donc, encore une fois, la segmentation n'est pas faite par tous. On mesure le nombre de départs global, mais on ne fait pas la segmentation à savoir est-ce que cette personne-là a quitté volontairement l'organisation ou est-ce qu'elle quitte involontairement, donc congédiement, mise à pied, fin de contrat, ce genre de choses-là. Donc là, c'est un peu moins qu'une personne sur 5 qui le fait. Et tout ce qui est avec les nouveaux employés aussi, on a été surpris de constater que c'était très peu mesuré. Donc, le nombre de départs des nouveaux employés, seuls 6 des gens le mesurent. Le taux de roulement des nouveaux employés, 15 des organisations le mesurent aussi. Et là, on a été surpris aussi de voir dans le sondage qu'on a eu, qu'on a fait passer, que 6 quand même des organisations ont mentionné n'avoir aucun indicateur de performance en place au sein de leur organisation, mais qu'ils souhaiteraient pouvoir en mesurer et établir des bonnes bases au courant de la prochaine année. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des indicateurs principaux en matière de roulement. On va vous montrer les formules, les segmentations, ce genre de situation-là. Et c'est ma collègue André, qui est une spécialiste en analytique RH, qui va vous présenter tout ça. Donc, André, je te cède la parole. Oui, OK. Fait que là, je vais repartager un instant. Je vais repartager mon écran parce que je vais avoir le contrôle sur la présentation. Ça sera pas long. Ça sera pas long. J'y arrive. Voilà. Tu me feras signe, Amy, quand tu verras.
Oui, puis je tiens à préciser, aujourd'hui, on va avoir une longue période de questions à la fin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, vous pouvez nous interrompre, les poser dans le chat. Sinon, à la fin, on veut vraiment avoir une période pour pouvoir répondre à vos questions en ce qui a trait aux indicateurs de roulement. Donc, si vous en avez, prenez-les en note, ça va nous faire plaisir d'y répondre à la fin. Oui, c'est ça. On a même enlevé quelques diapos pour ne pas avoir trop de stock puis avoir le temps de discuter avec vous du roulement là, dans vos organisations. Donc, la première chose que je veux faire avec vous, c'est qu'on parle le même langage. Donc, roulement total est divisé en roulement volontaire et involontaire. Volontaire, ça inclut les démissions et les départs à la retraite, tandis que l'involontaire inclut les mises à pied, les congédiements et les décès, et aussi les fins de contrat des employés temporaires. Donc, ça rentre dans le roulement involontaire. Avant, je disais qu'il n'y avait pas de police pour les définitions d'indicateurs, mais c'est plus vraiment vrai, car depuis 2019, ISO a sorti une norme sur le bilan du capital humain et cette norme-là vient bien définir les indicateurs de roulement, dont le taux de roulement volontaire et involontaire. Donc, quelqu'un qui serait porté à vouloir mesurer son taux de roulement volontaire et ne pas inclure les retraites dedans, ben, dans ce cas-là, ne mesure pas le taux de roulement volontaire et mesure seulement le taux de démission. Fait que c'est important de bien prendre les meilleures pratiques d'affaires si vous êtes déjà dans l'établissement de vos indicateurs, de bien faire en sorte de prendre la bonne définition. Et aussi, si vous utilisez déjà une autre définition, ben, puis vous voulez continuer de vous comparer, ben, peut-être d'introduire tranquillement la nouvelle définition et de mesurer les deux indicateurs parce que si vous voulez vous comparer à l'externe, vous benchmarker, ben, il faut utiliser là, la formule des meilleures pratiques d'affaires. Donc, rapidement, là, si on regarde les formules de taux de roulement, mais le taux de roulement, c'est le nombre de départs d'employés sur le nombre moyen d'employés. Puis le nombre moyen d'employés, c'est le nombre d'employés en début de période plus le nombre d'employés à la fin de la période divisé par 2. Souvent, j'ai vu le taux de roulement calculé par le nombre de départs d'employés sur le nombre d'employés à la fin de la période. Comme je vous disais, il n'y a pas de police, mais on n'est pas loin d'avoir une police là, avec ISO. Fait que vous êtes mieux déjà d'adhérer à ces nouvelles formules, à cette formule de calcul-là, qui est vraiment la bonne formule de calcul. Le taux de roulement volontaire, lui, bon, on va tenir compte seulement des départs volontaires et les involontaires des départs involontaires. Mais quand on additionne le roulement volontaire et l'involontaire, bien entendu, ça donne le taux de roulement total. On a mis des petits ballets de pointe là, dans notre diapo pour vous dire un taux de roulement zéro, ce n'est pas ce qu'on devrait viser parce que le roulement a un effet quand même bien bénéfique dans notre organisation. Que des gens quittent, fait en sorte qu'on rentre des nouvelles personnes et ça nous amène du sang neuf, des nouvelles idées, des nouvelles perspectives. Donc, de vouloir atteindre un roulement de zéro, ce n'est pas nécessairement un but que vous devriez vous fixer. Cependant, de le minimiser, c'est super important. Il faut comprendre que plus le roulement augmente, le roulement a tendance à être un peu contagieux dans les organisations. Donc, plus le roulement augmente, plus on sent les effets sur les employés et on dirait qu'on embarque dans une cascade et le roulement ensuite ne cesse d'augmenter. Aussi, quand on mesure le roulement, c'est super important de le faire, mais il faut peut-être aller prendre un pas de recul et d'aller voir les causes du roulement. Donc, de bien comprendre pourquoi les gens quittent votre organisation. Et ça, la meilleure façon de le savoir, c'est de passer une entrevue de départ. Euh, et de recueillir à ce moment-là les raisons de départ des employés et de pouvoir les analyser. Fait que je vous dirais que ça, les causes du roulement, c'est important là, de pouvoir les déterminer par une entrevue de départ. Maintenant, il est important de segmenter votre taux de roulement. Bon, oui, il y a la segmentation volontaire et involontaire, mais il y a aussi la segmentation selon la population de votre organisation. Donc, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de regarder votre taux de roulement de vos nouveaux employés. Donc, d'établir un roulement à 90 jours, donc la période de probation. Si la période de probation est plus longue chez vous, vous pouvez la faire à 6 mois si vous voulez. Mais supposons que votre probation est à 90 jours, mais c'est important de regarder votre taux de roulement à ce moment-là. Donc, de voir est-ce que les gens quittent
avant la période de probation ou est-ce qu'on les fait quitter, donc qu'on fait des congédiements avant la fin de période de probation? Parce que ça va vous amener des éléments sur lesquels il faut travailler. Car quand les employés, on doit les mettre fin à leur emploi avant la fin de la probation, c'est probablement que là, il faut travailler davantage avec le recrutement parce qu'on n'a probablement pas fait une bonne embauche. Cependant, quand on arrive à 1 an, 2 ans, bon, le recrutement a plus ou moins d'effet sur quand on arrive à une plus longue période. Là, on regarde plus au niveau du gestionnaire, au niveau de l'accueil qui a été fait, etc. Donc, le taux de roulement des nouveaux, c'est important de le regarder. Le taux de roulement de vos hauts performants, de vos hauts potentiels aussi, c'est important parce que comprenez qu'un haut performant qui quitte, ça a probablement plus d'impact que quelqu'un qui n'a pas une bonne performance. Parce qu'un haut performant génère habituellement beaucoup plus de valeur pour votre organisation. Donc, c'est important d'être en mesure de bien segmenter vos roulements par niveau de performance. Et là, on pourrait le segmenter aussi par tranche d'âge, tranche d'ancienneté. On pourrait segmenter le roulement aussi par département, division, groupe d'emploi. Parce que ça, quand on est capable de le segmenter, on est capable de voir bien, les endroits dans notre organisation où on a davantage un problème de roulement et d'adresser avec un programme, une initiative, vraiment le problème, qu'est-ce qu'il est, où il est, puis comment on peut faire pour le résoudre. Donc ça, en gros, la segmentation, c'est super important de le faire. Maintenant, ce qui est intéressant de regarder, parce que, bon, quand on parle avec des gestionnaires, puis on leur dit on a un taux de roulement de 15 on a eu une augmentation de 5 dans la dernière année, ça reste quand même, je dirais, abstrait pour eux. Oui, il y a des gens qui quittent. Quand on est capable de ramener notre roulement en signe de dollars, je vous dirais que là, ça a beaucoup plus d'impact. Et comment on peut le faire facilement, ça? C'est basé là, sur les recherches de M. Phillips. Et le petit tableau qui est là, là, il a été pris dans un de ses livres. Et probablement que vous avez déjà entendu ça. Là. Le roulement d'un employé, c'est de 30 à 200 de son salaire. Fait que ça vient vraiment de M. Phillips. Et lui, ce qu'il vient faire avec ce tableau-là, il vient vraiment segmenter par catégorie d'emploi. Puis je vous dirais aussi niveau hiérarchique. Donc, par exemple, si on regarde le tableau, niveau d'entrée non qualifié, donc vous embauchez quelqu'un, là, un manœuvre dans votre usine, la personne elle a un secondaire 5, c'est tout ce qu'elle a, elle n'a aucune expérience. Mais si cette personne-là quitte votre organisation, mais le coût que vous pouvez associer au roulement, c'est de 30 à 50 de son salaire annuel. Et là, si on va plutôt vers des postes de spécialistes, d'ingénieurs, bien là, on est plus dans les tranches de 200 à 300 salaire annuel de la personne qui quitte. Donc, sachant cela, il est possible pour vous, avec vos nombres de départ, vos catégories d'emploi et leur salaire, d'associer un pourcentage de leur salaire en coût du roulement et ainsi faire le total et obtenir combien annuellement ça coûte en moyenne à votre organisation en roulement. Chose juste à noter, c'est que ce coût-là, qu'est-ce qu'il inclut? Oui, il inclut le coût de départ, mais il inclut aussi tout ce qui est recherche de nouveaux candidats, embauche et accueil, la formation du nouvel employé, l'administration autour là, du nouvel employé, mais aussi l'administration autour du départ de l'employé, les pertes de productivité qu'un départ va amener, la perte d'expertise, etc. Bon, on a parlé dans ma première diapo de volontaire-involontaire. Maintenant, ce qui est important de faire, c'est que dans le roulement volontaire, on pourrait avoir ce qu'on appelle du roulement fonctionnel et du roulement dysfonctionnel. Comment je peux exprimer ça? Le roulement fonctionnel, par exemple, les départs à la retraite pourraient être vus comme du roulement fonctionnel. OK? Euh, un employé avec un niveau de performance très bas qui décide de quitter volontairement,
on pourrait voir ça comme du roulement fonctionnel. Ça devient dysfonctionnel quand c'est quelqu'un qu'on aurait voulu garder qui quitte et que les raisons de départ sont, et là, on peut les classer entre inévitables et évitables. Une raison inévitable, par exemple, l'employé quitte parce qu'il fait un retour aux études, puis là, je parle changement de carrière total, bien, probablement que c'est inévitable. Une personne quitte parce que son conjoint son conjoint ou sa conjointe est muté en Californie et il veut partir avec, c'est inévitable. Ce qui est évitable et souvent regrettable, ça va être les départs là, qui sont causés, par exemple, bon, ben, je quitte parce qu'on ne m'a jamais donné de formation, je quitte parce que ma rémunération n'est pas compétitive, je quitte parce que je ne m'entends pas avec mon boss. Fait que c'est sur ça qu'il faut tenter de travailler le plus possible, sur ce qui est évitable et regrettable. Et là, moi, il y a un indicateur qu'on met en place de plus en plus chez nos clients. Oui, on met en place les taux de roulement volontaires et involontaires. Ça, je vous dirais que tous nos clients, ce sont des indicateurs qu'ils mesurent. Mais de plus en plus, étant donné que les taux de roulement n'arrêtent pas d'augmenter, puis ça, Amy va vous en parler un petit peu plus loin avec des benchmarks, c'est le pourcentage de départ regrettable. Fait que ça, qu'est-ce qu'on regarde? C'est qu'on regarde le nombre d'employés qui quittent l'organisation, mais que ce départ-là est regrettable. OK? Donc, on n'aurait pas voulu que cette personne-là quitte et on le divise par le nombre de démissions, puis on multiplie par 100. OK? Pourquoi cet indicateur-là, il est intéressant? Parce que tous les départs ne sont pas égaux. OK? Le départ d'un haut potentiel, le départ de quelqu'un difficile à remplacer, le départ de quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de connaissances dans notre organisation. Donc, de connaître le nombre de départs regrettables, est super intéressant. Bon, quand on est une petite organisation, c'est facile à faire, OK? On prend notre nombre de départs et comme on est une petite organisation, on connaît les gens qui ont quitté, puis on est capable de dire oui, c'est un départ regrettable, non, ce n'est pas un, oui, ce n'est un. Quand on est un petit peu plus gros, là, ça devient peut-être un petit peu plus ardu à faire. Donc, il y a certains clients, qu'est-ce qu'ils font? Soit que automatiquement, les employés qui ont une évaluation de performance au-dessus de satisfaisant, c'est un départ regrettable. Un employé qui est dans notre bassin d'employés qui fait partie de notre bassin de haut potentiel, c'est vu comme un départ regrettable. Ça pourrait être aussi une question que vous posez au gestionnaire et vous lui demandez une simple question comme est-ce que vous seriez prêt à réembaucher cette personne? S'il dit oui, c'est un départ regrettable. Fait que vous voyez, il y a plusieurs façons de qualifier un départ regrettable. Il suffit de trouver la bonne façon pour votre organisation. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que notre pourcentage de départ regrettable, on veut qu'il soit le plus bas possible. OK? Si notre pourcentage de départ regrettable est à 100 mais là, ça veut dire qu'en plus, on a du roulement, mais ce roulement-là, il fait très mal à l'organisation. Si on démontre que le pourcentage de départ regrettable est bas, donc que ce sont des employés qu'on ne réembaucherait pas, que ce soit des employés qui avaient une évaluation de performance non satisfaisante, que c'est des employés, bon, etc., etc. Mais là, ça peut démontrer, ça peut dédramatiser un taux de roulement. OK? Fait que pour moi, c'est un indicateur là, qui devient très intéressant. Je veux juste finir par une visualisation là, d'un tableau de bord de roulement qu'on a dans notre application d'analytique ressources humaines, CARA. Comme vous voyez, là, on a plusieurs indicateurs. On focus vraiment sur le roulement. Donc, on a notre taux, puis je ne sais pas si vous voyez ma souris, on a notre taux de roulement total ici. On a notre coût du roulement annuellement, comment ça nous coûte, notre taux de roulement volontaire, démission, taux de départ à la retraite, involontaire, taux de roulement à 1 an, taux de roulement à 90 jours, notre pourcentage de départ regrettable et notre taux de rétention. Et là, on vient présenter des graphiques, on vient montrer le roulement par strate d'ancienneté.
dans le cas ici, on voit que c'est vraiment les employés de moins de 6 mois, ensuite 6 mois, 1 an, puis on voit que ça réaugmente à 35 ans et plus, puis ça, on sait c'est quoi, c'est des départs à la retraite. Et les raisons de départ, si on est capable d'avoir vraiment nos raisons de départ, puis avoir des bonnes raisons de départ, dans mon cas ici, départ volontaire, moi, je trouve que ça reste quand même assez large comme raison. Si on est capable d'avoir des raisons du genre, ben oui, démission, mais à cause du salaire, démission à cause du manque de formation, démission à cause du cheminement de carrière, c'est encore plus parlant. OK? Donc, d'avoir vraiment les raisons de départ que vous avez dans dans vos entrevues de départ, quand on est capable de présenter un graphique comme ça, ben, tout de suite, on sait c'est où il faut travailler avec nos initiatives RH. Fait que je vais passer la parole à Amy. Tu veux-tu que je te mette Oui, le. ouais, Oui, tu peux la mettre, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, comme vous le savez peut-être, chez Cara, on est responsable de tout ce qui est l'outil de benchmarking qui est offert par l'Ordre des CRHA. Donc, le baromètre RH, c'est Cara qui a créé la solution. Donc, ce sont des résultats de benchmark québécois qu'on vous présente actuellement qui proviennent du baromètre RH et ce, pour toute industrie confondue au courant des dernières années. Donc, vous avez là l'évolution du taux de roulement global, volontaire et involontaire de 2017 à 2021 et on vous présente également une projection de l'année 2022. Pourquoi la projection? Bien, parce que les gens sont en train de soumettre actuellement les données de 2022, mais il existe la version trimestrielle. Donc, on a les 3 premiers trimestres et on a été capable de faire une estimation pour l'année complète en fonction de ces données-là. Donc, ce que vous pouvez regarder en ce moment à l'écran, c'est que le taux de roulement global est en constante évolution depuis 2017. Il a passé de 24,4 à 30,7 en 2021. Et si la tendance se poursuit pour 2022, on devrait atteindre 32,6 de taux de roulement, ce qui est quand même énorme. Et là, si on arrive et qu'on fait également la segmentation, on peut voir que l'écart se creuse davantage également entre tout ce qui est volontaire et involontaire. Donc, on peut voir que le taux de roulement volontaire 2017, il était à 14,8 et que le involontaire, donc tout ce qui est congédiement, mise à pied, décès, 9,6 Et là, on voit que l'écart grandit d'année en année, à l'exception d'une seule année. Et là, vous ne serez forcément pas étonné d'entendre que c'est l'année 2020. Donc, avec l'arrivée de la pandémie, les gens ont été peut-être un peu plus insécures à l'idée de quitter leur emploi actuel parce qu'on voyait beaucoup d'entreprises qui faisaient des mises à pied. Donc, c'est la seule année où le taux de roulement volontaire a diminué au courant des dernières années et où le taux de roulement involontaire a, quant à lui, augmenté. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a eu beaucoup d'organisations qui ont été obligées de faire des mises à pied au courant de cette année-là. Donc, c'est vraiment la seule année qui est vraiment un peu plus différente des autres, mais sinon, on voit vraiment une tendance qui se maintient. Et là, je tiens également à vous montrer un fait, parce que moi, ça m'a vraiment surpris. Si la tendance se maintient, la projection pour le taux de roulement volontaire pour l'année 2022 sera de 25,1 Et si on regarde, c'est supérieur au taux de roulement total de l'année 2017 et on frôle l'année 2018 également pour le roulement total. Donc, un employé sur 4 quitterait volontairement son poste cette année. Donc, ça explique de mon côté. Maintenant, j'aimerais ça qu'on rentre dans une période de questions. Donc, on est là pour y répondre. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, soit dans le chat ou à ouvrir vos micros. Je ne sais pas si vous êtes capable pour pouvoir le faire. Ah, on a une question dans le chat, là. Est-il préférable de mesurer son taux de roulement ou la rétention ou les deux? C'est une bonne question, OK. Je pense que si on veut se benchmarker, mais on devrait davantage mesurer le roulement parce qu'on trouve on trouve beaucoup de benchmarks sur le roulement. La rétention, nous l'utilisons davantage pour des cohortes. Donc, par exemple, si on avait le taux de rétention des employés de moins d'1 an, le taux de rétention des employés qu'on a embauchés dans une université, dans telle université. Donc, parce que la rétention, ça vient vraiment représenter la probabilité que la personne soit toujours avec nous après 1 an. Fait que, davantage le taux de roulement, le taux de rétention pour des cohortes ciblées. Je pense que si on fait ça, on peut mesurer les deux, là.
On a une deuxième question. À combien d'employés est-ce pertinent d'intégrer des KPI comme ceci? On s'entend qu'à 25 employés, les pourcentages risquent de varier beaucoup. Oui, Je peux y répondre peut-être? oui, vas-y. Le baromètre RH, là, on vous a présenté des résultats globaux, mais c'est possible de segmenter, l'information en fonction du secteur d'activité, de la région administrative et de la taille des entreprises. Donc, avec 25 employés, vous vous retrouveriez quand même dans une catégorie qui est de 0 à 5, ben, de 1 à 50 employés. Donc, si jamais vous voulez vous comparer, c'est quand même possible de le faire avec des entreprises qui ont votre taille, il n'y a aucun problème. Ensuite, dans le taux de roulement volontaire, pouvons-nous, ajouter la mesure sur une personne qui accepte notre offre et qui, 1 ou 2 jours avant la première journée, décline notre offre et ne se Oh, présente pas? ça là, C'est ça gros. là. Écoute, si la personne n'est pas rentrée en poste, je le rentrerai pas dans le taux de roulement. Cependant, parce qu'elle n'a pas commencé. Fait que donc, elle n'a pas quitté votre entreprise. C'est sûr qu'elle avait accepté, puis ça, pour les recruteurs, là, c'est. Il y a peut-être moi, je dirais mettre un autre indicateur en place si vous vous apercevez que c'est quelque chose qui commence à arriver souvent. Un indicateur du genre là, le taux de non-présence à la première journée de travail, quelque chose du genre, là, où là, vous allez pouvoir mesurer ça, si c'est un phénomène là, qui s'accentue dans votre organisation. Mais je ne l'inclurai pas dans le taux de roulement. Ensuite, on a une autre question. Quelle segmentation est-il préférable de présenter à la haute direction? Le roulement par tranche d'ancienneté ou bien par tranche d'âge? Mais, tu sais, ce qu'il faut faire, la première chose à faire, c'est de se faire un graphique, justement, du taux de roulement par tranche d'ancienneté, puis du taux de roulement par tranche d'âge. Bon, on sait que l'âge et l'ancienneté, il y a une corrélation là-dedans, là, tu sais. Il y a une certaine corrélation, mais en présentant le graphique, si on voit qu'il y a des grandes différences, par exemple, dans l'ancienneté, c'est plus flagrant que dans l'âge, bien, on choisit le graphique où il y a des différences les plus flagrantes. Parce que si notre taux de roulement par tranche d'âge est semblable, bien, habituellement, ce qu'on veut montrer à notre haute direction, c'est quand il y a des différences et pour montrer que, bon, bien, au RH, nous, par exemple, si ça serait dans les tranches d'âge des plus jeunes, ben, on veut mettre en place des initiatives pour retenir nos plus jeunes. Fait que ça dépend de ce que vous voulez accomplir. Mais moi, je dis tout le temps, faites-les, regardez-les, vos graphiques, puis prenez le graphique qui donne une plus grande impression. Là. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Là. Pour les coûts suite à un départ, le tableau qu'on a présenté, est-ce que ce coût peut être multiplié selon le niveau d'ancienneté? Oui. Par exemple, là, on avait je ne dirais pas multipliés, là, mais on avait des tranches hein, dans, dans le tableau. Par exemple, là, puis là, j'y vais de mémoire, là, mais un spécialiste, là, c'était de 200 à 400, disons, je dis n'importe quoi, là, parce que je ne m'en souviens plus, 200 à 400, mais quelqu'un qui est un spécialiste avec vous depuis 2 ans, mais ça se peut que ça soit 200. Mais celui qui est avec vous depuis 10 ans, mais ça se peut que ça soit 400. Fait que c'est pour ça qu'il y a la tranche, là, il y a une tranche, on dit une tranche, mais on a une échelle de 30 à 50. Fait que moi, les employés, quand ça fait moins d'ancienneté avec vous, on les met dans la balise la plus basse et quand ça fait plus longtemps, dans la balise la plus haute. On va revenir sur une autre question tantôt qui a été posée, André, sur les employés qui ne se présentent pas leur première journée. Oui. Est-ce qu'on le mesure sur le total d'entrevues ou sur le total d'offres ou sur le total d'employés ou autre? On le mesure sur combien? Le Moi, nom, je le mesurais sur le total d'offres acceptées. Donc, tu sais, j'ai eu 10 offres acceptées, j'en ai 2 qui ne se sont pas présentés le premier jour de travail, c'est 2 sur 10. Donc, ça vous fait le pourcentage, là. Ça répond? Je le ferai sur le nombre d'offres acceptées. ensuite, on a combien de KPI considérez-vous qu'il faut avoir concernant le roulement? Co Combien de KPI ça prend? Oui, oui. Bien, Considérez-vous écoute, qu'il faut avoir sur le retour de roulement? ben, ça dépend de votre, tu sais, ça dépend, ça dépend de votre taille d'organisation. Là. Une organisation de 50 employés, je pense, de mesurer le taux de roulement total, volontaire, involontaire, je pense que ça peut être bien, bien, bien suffisant. OK? À moins que vous voyiez arriver une problématique là, que les nouveaux quittent
beaucoup plus que les autres, ben là, j'irais rajouter peut-être mon taux de roulement à 1 an. Mais si on est une plus grande entreprise, avec beaucoup de roulement, ben moi, la segmentation, là, 6 mois, ben 90 jours, 1 an, je la trouve super intéressante à regarder, volontaire, involontaire. Puis peut-être aussi, dépendamment de dans quel secteur d'activité vous êtes, quelle est la démographie de votre population, si vous voyez que les départs à la retraite commencent à être élevés, bien, c'est peut-être, il faut peut-être sortir là, le taux de départ à la retraite. Fait que ça dépend de votre organisation. Petite organisation, pas trop d'indicateurs. Plus grande, bien là, peut-être qu'on peut aller en chercher plusieurs, mais ça va dépendre de votre démographie, ça va dépendre de votre secteur d'activité, ça va dépendre aussi de vos niveaux de roulement. Et dans le contexte actuel et selon les prévisions actuelles, si on souhaite se fixer des objectifs versus l'amélioration du taux de roulement, comment devrait-on aborder cette question? Tu veux-tu répondre, Amy? Ben, je pense que tu as vu les points d'interrogation apparaître un peu plus Ah! autour de Ben, écoute, la première chose à faire, bon, c'est de le mesurer, OK? Puis la deuxième chose à faire, ben, c'est de se benchmarker. Fait que supposons que j'ai 15 de taux de roulement, OK? Puis le benchmark dans mon secteur d'activité, il est à 12. Ben, ça pourrait être là, la moyenne, si on est au-dessus, pourrait devenir notre objectif pour la prochaine année. Cependant, moi, je dis tout le temps, dans la moyenne, tu as les bons, les pas bons. Fait que ce qui est fun à regarder, c'est peut-être là, d'être un peu mieux que la moyenne. Fait que moi, je ferais ça, là, si vous voulez vous fixer un objectif. Là, de un, c'est de le mesurer, après ça, de vous comparer. Si on n'a pas de benchmark, ce qui pourrait arriver, mais vous avez le baromètre RH de l'ordre, là, qui est gratuit actuellement. Je dis bien actuellement, c'est peut-être pas pour longtemps. Fait que vous pouvez aller déjà vous benchmarker là. Mais supposons que vous n'auriez pas de benchmark, vous regardez votre historique, OK? Vous regardez votre historique en 2017, comme Amy vous a présenté avec le benchmark, mais vous le faites pour vous. 2017, 2018, 2019. Puis là, on regarde ça, puis on peut peut-être se donner comme objectif ben, notre meilleur résultat des dernières années. Et je vous dirais que ça peut être ça là, que vous pouvez utiliser pour vous fixer un objectif. J'ai une autre question. Avez-vous des conseils pour aider à faire cheminer des dirigeants qui refusent de calculer les fins de contrat dans le taux de roulement involontaire? Ben, c'est, la police. Faites-leur peur avec la police. L La norme ISO 30414 définit bien c'est quoi le roulement volontaire et involontaire et dans l'involontaire, il faut mettre les fins de contrat, OK? Bon, tu sais, mais en même temps, tu sais, si vous les incluez pas, vous ne pourrez pas vous benchmarker à l'externe. Mais il faut quand même le mesurer tout le temps de la même façon si vous voulez être capable de vous benchmarker. Fait que moi, dans ce cas-là, ce qu'on propose à nos clients, c'est de calculer les deux. Là. Calculer le sans, puis calculer le avec. Puis, tu sais, parce que des fois, il y a des gens qui, tu sais, ils ont 2 personnes à contrat sur 500 employés. Je veux dire, c'est minime, là. Fait que ça agira pas trop sur votre votre résultat de taux de roulement. Cependant, tu sais, si on a beaucoup de gens à contrat, c'est un risque pour l'organisation, ça, de ne pas avoir des employés permanents. Fait que, tu sais, moi, je calculerais les 2, mais vous pouvez leur parler de la norme ISO, puis dire que, ben, la bonne façon de le calculer, c'est ça. Ouais, puis là, André, tu vas avoir une question qu'on nous pose quand même très, très, très souvent. Là, on a parlé des fins de contrat dans les départs involontaires, mais est-ce qu'on inclut également nos stagiaires? Oui, on devrait inclure nos stagiaires aussi, nos étudiants. On devrait le faire. Mais comme je dis, si après, vous êtes capable là, de le segmenter, vous êtes capable de le segmenter puis dire, ben voilà mon taux de roulement pour mes employés permanents, puis voilà mes taux de roulement pour mes employés temporaires. C'est une façon de le segmenter aussi. Mais on devrait inclure tout le monde dans notre taux de roulement. Fait que voilà. Cette
tour pour l'instant des questions qu'on a. Si Good. jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous contacter. On est toujours heureux de les recevoir et y répondre. Sinon, moi, j'en aurais peut-être une autre. Est-ce que c'est mieux de regarder le taux de roulement, par année, par trimestre, mensuel? C'est quel Bien, tu me fais rire, bon, Émiruel. ben, voilà, c'est le genre de questions qu'on nous pose. Ben, regarde, j'avais ma petite slide, là. Oups, back, previous, qu'on a enlevé, là. L'annualisation du taux de roulement. C'est certain, là, que quand on dit on a un taux de roulement de 15, là, c'est un taux de roulement annuel qu'on parle de ça. Puis là, si vous calculez votre taux de roulement sur un mois, puis vous avez 2, bien, c'est certain que là, vous allez dire, waouh, 2 c'est bon, mais c'est un taux de roulement mensuel. Fait qu'il faut tenter, chaque fois qu'on a un roulement, on calcule mensuellement, c'est de annualiser ce taux de roulement-là. Il y a deux façons de le faire. Il y a la façon proactive de le faire, donc d'aller vers l'avant et de se dire, OK, pour un mois, je suis à 2 donc pour 12 mois, je serais, bien là, on fait une règle de 3, bien, ça voudrait dire qu'annuellement, j'atteindrais 24. D'autres gens, ce qu'ils vont faire, ils vont être plutôt en rétroaction. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder le roulement à la période là, mais ils vont reculer de 12 mois, donc de mettre ça sur un horizon de 12 mois pour avoir un taux de roulement annualisé. Fait que faites attention quand vous calculez votre taux de roulement sur une base mensuelle, de tout le temps de le ramener sur une base annuelle parce que les gens sont habitués de parler de taux de roulement annuel. OK? Voilà. Je pense qu'il y avait une autre question, j'ai vu. Non, c'est Gauthier qui partage nos Ah! coordonnées. Si jamais les OK. gens ont d'autres questions, là, je suis désolée, on a dépassé quand même d'une dizaine de minutes, Ouais. mais si vous avez d'autres questions, on est toujours disponible et toujours heureux de les entendre. Good.